Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Cinémathèque Suisse au Capitole. On est sold out, donc c'est très bien. Si vous avez des connaissances, copains et copines qui on a dû refuser, vous pouvez leur signaler que le film repasse encore 2 fois ces prochaines semaines. Soirée très très particulière, un lien avec un festival historique du cinéma consacré en particulier au cinéma helvétique, le festival de Soleure, les journées de Soleure. Alors évidemment, la Cinémathèque, dans son histoire, est extrêmement liée à un certain nombre de festivals de cinéma, dont évidemment Le Carnot, mais aussi Soleure, qui est né en 66. Voilà, donc à partir de 66, les liens avec ce festival sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, quand on a rencontré l'équipe du festival, et nous ont raconté de ce projet Downtown New York, on a dit tout de suite, hop, on est partant, on veut aussi, parce que cela nous permet de redécouvrir en fait une époque, une ville, mais aussi le travail de certaines cinéastes un peu plus, à l'époque on les appelait underground, dont on a forcément aujourd'hui plus vraiment une idée, un souvenir. Donc, j'aimerais d'abord appeler le directeur des Journaux de Soleure, Niccolò Castelli. Comme ça, il va vous raconter un peu le projet en fait de cette ligne de programmation. Et après, je vais vous présenter l'invité d'honneur, si on peut l'appeler comme ça, Niccolò Castelli. Sì, grazie Kika, grazie mille per l'invito. Benvenuto. Grazie. Allora, aspetta gli scotch. Ouais, Voilà, là. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation et merci pour proposer la rétrospective Downtown New York. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est une rétrospective qui est née autour vraiment de Downtown 81. Il y a, je pense, une vingtaine d'années, moi j'ai vu une copie de ce film de Edo au Tessin, dans une copie vraiment pourrie, c'était un VHS, je pense. Et j'ai adoré ce film. Moi, j'adore la musique. Je suis né l'année dans laquelle ils ont fait le film, le 82. Non, ils ont tourné 81. Et j'adorais de découvrir cette musique, cette scène underground. Mais la copie, elle était vraiment pas belle comme ça. Et alors, j'avais dans la tête, il faudrait redécouvrir ce film. Et j'ai appelé Edo et Viviana. Ils m'ont invité pour un café il y a, je pense, 2 années. Et ils m'ont dit non, c'est impossible de récupérer ce film restauré. Les copies sont à Los Angeles quelque part. C'est une histoire très longue, la genèse de ce film. Mais après 1 année et demie, on est arrivé à faire arriver les copies en Suisse, les restaurer grâce aussi à l'aide pour les sous-titres des amis de la Cinémathèque. Et autour de ce film, on a découvert qu'à New York, dans les années 80, fin des années 70 jusqu'au début des années 90, il y avait des cinéastes suisses ou des producteurs suisses qui ont vécu vraiment l'underground de New York. Et parfois, on pense à la Suisse que par le cinéma qu'on connaît de plus, mais vraiment, il y a des cinéastes qui voulaient échapper un peu du monde un peu conformiste ou tranquille et aller essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans les sous-sols de New York qui n'était pas la New York qu'on connaît aujourd'hui. Je vous dis pas trop parce que vous verrez ce film et les autres films de Downtown New York. L'idée, c'était vraiment de montrer des films qui n'est pas tourné seulement à New York, mais qui étaient dans la scène de New York, surtout au niveau artiste, musical, new wave, punk, toute la partie vraiment underground qui dans cette période-là n'était pas encore connue, parce que Edo va vous raconter, c'était pas déjà le Basquiat qu'on connaît aujourd'hui. C'était un grand travail parce que retrouver les copies, c'était des films underground aussi dans la production. La plupart des films, c'était disparu, des copies, le son quelque part, là la film de notre côté, les négatifs ils étaient disparus quelque part. Le négatif de cette copie-là, on l'a retrouvé sous le lit de la productrice. Et j'ai eu presque 3 mois pour la convaincre à les envoyer. C'est l'esprit underground en même temps. Exact. Faut le dire. Exact. Et j'ai une photo d'elle qui m'envoie la photo des copies avec des chaussettes léopardées. Et c'était vraiment comme ça qui est née cette rétrospective. Et je suis vraiment content que vous l'avez repris.
Merci. On est très contents aussi. Et d'ailleurs, on va continuer les projets avec Soler. On a discuté avec Nicolas. L'idée, c'est aussi vraiment de reproposer le cinéma suisse avec aussi une nouvelle façon de le voir, si j'ose dire, et des nouvelles clés de lecture. Oui, moi, si je peux ajouter seulement une petite chose. Je trouve que c'est très intéressant de revoir, et je suis vraiment content qu'il y a beaucoup de gens ici, parce que de revoir ces films aujourd'hui, ça nous rend aussi conscients que c'est important de donner des espaces à des undergrounds, à des choses qui sont peut-être politically incorrect. Et peut-être aujourd'hui, on est dans une situation où on essaie de normaliser beaucoup de choses, mais les nouvelles choses des artistes qui maintenant sont très connus comme Basquiat, Andy Warhol, comme ça, ils n'étaient pas normalisés à ce moment-là. Et pour moi, c'était important de faire cette rétrospective pour vraiment montrer qu'on doit laisser aussi aux jeunes, aux les undergrounds, à tout ce qui n'est pas normalisé aujourd'hui, on doit laisser l'espace pour s'exprimer, parce que sinon on n'aura pas une nouvelle Basquiat dans 20 années. D'ailleurs, tu veux dire quelque chose sur le film en avant-programme, Julie from Ohio? Volontiers. Isabelle Isaïas Rabinovic, c'est une réalisatrice suisse de Zurich qui avait aussi des connexions avec le Tessin. Elle était mariée avec le fils de Hermann Hesse. Et c'était un des premiers cinéastes suisses qui est allé en Amérique, en New York, avec Robert Frank. Elle est un peu plus vieux des autres réalisateurs des autres films. Et c'était la première femme aussi qui a femme suisse qui a montré un film dans le festival féministe du cinéma de femmes à New York dans la première édition. C'était une des premières féministes. Et elle raconte aussi, dans le court-métrage que vous allez voir, aussi cette recherche d'un nouvel monde des personnes qui immigraient. Là, c'est une italienne, je ne veux pas vous trop dire. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle avait aussi une vision très artistique du cinéma. Et ouais, je vous souhaite une belle projection aussi avec Julie from Ohio. On appelle notre special guest ensemble. Avec Nicolas, on se connaît depuis longtemps, depuis les temps du Festival de Locarno. Et puis, disons que Edo Bertoglio, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup pour son travail, pour son amitié, et donné comme un cinéaste et photographe. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ces photos. D'ailleurs, il y a quelque temps, il avait exposé aussi ici en Suisse romande. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous remontrer ce film, mais aussi Fessa Addict, qui est aussi dans le programme qu'on a mis sur pied avec Soler. Et donc, je invite Edo Bertoglio à nous rejoindre avec un big applause. Ciao. Bonsoir. Ciao Edo. Ciao. C'è déjà l'émotion là qui monte. Ah, vabbè, è così. Alors, on va pas. Après, on va avoir una chiacchierata, une discussion avec Edo, parce que je pense qu'après avoir vu le film, vous aurez quand même pas mal de questions, parce que moi, je l'aurais vu cet après-midi parce que je voulais le voir en salle. Très belle copie d'ailleurs, très belle numérisation, restauration. Merci à Soler. Et donc, évidemment, une fois que vous le voyez, on aura plein de questions pour toi, donc il faut que tu te prépares. D'accord. Mais je ne sais pas si tu veux quand même dire un petit mot pour lancer la projection. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez voir un film avec Jean-Michel Basquiat qui a 19 ans, bien avant qu'il devienne une star du monde de l'art. Vous allez voir un film avec pas mal de musique et des groupes différents. Parce qu'en fait, l'idée de ce film, c'était vraiment... c'était le fil rouge de la musique que nous, à l'époque, on pouvait voir dans les différents clubs. C'était ça. Et c'est aussi une espèce de slice of life. Comment est-ce qu'on dit en français? Tranche de vie. Une tranche de vie de ce qui passait à Downtown New York à l'époque, en dessous de la 14e, avec tous les clubs, les gens, et cette network de jeunes gens et d'artistes qui vivaient dans le East Village, ceux qui avaient un peu plus de chance à Soho, ceux qui avaient moins de chance, c'était le Lower East Side.
Et donc... c'est ça, le Lower East Side à l'époque. Hein? C'est ça, C'était un peu une zone de guerre. Oui, d'ailleurs, je suis retourné justement là en 2004 pour tourner un morceau de mon deuxième film, qui est d'ailleurs un retour 25 ans après, de voir ce qui est resté de ce New York, mais surtout de ces gens-là. Et là, ils ont mis une crèche pour les enfants et comment est-ce qu'on dit, un bureau de police. Un poste de police. Et juste, en fait, et de toi, tu es arrivé à New York après des études à Paris, en France, en septembre... C'était octobre 76. Voilà, très précis. Et tu es resté une quinzaine d'années, à peu près. Ouais. Et puis, en fait, il faut savoir que Edo avait beaucoup travaillé en tant que photographe. Donc, il a vraiment illustré aussi à travers ses photos cette période. Il y a des portraits magnifiques des stars aujourd'hui, de Madonna, Debbie Harry, John Lurie, voilà. Grace Jones. Et en fait, tu travaillais pour le magazine qui avait été créé par Andy Warhol. Oui, disons que mon coup de chance, c'était le jour où j'ai été à Andy Warhol Interview, le magazine, et j'ai montré des photos que j'avais faites à Paris quand j'étudiais le cinéma. Et c'était des portraits faits la nuit, et sur des fêtes, des gens qu'on fréquentait. Et le rédacteur en chef m'a présenté à Andy. Et Andy a commencé à regarder ce portfolio et disait « Ah, fabulous, fabulous, fabulous ». Et moi, plus fabulous il disait, plus petit je devenais. Mais la chose la plus marrante, c'est qu'après, j'ai appris que pour lui, tout était fabulous. Alors, mais grâce à ce moment-là... Mais le rédacteur en chef, à l'époque, c'était Glenn O'Brien? Non, c'était Robert Hayes. Ok, ouais. D'accord. Donc, Glenn, il écrivait la musique, la page musicale, et moi, je l'illustrais avec des photos. Ok, bon, si je cite Glenn O'Brien, c'est parce qu'il a écrit, en fait, le scénario du film. On le laisse découvrir le jeune Basquiat, et puis on se revoit à la fin de la projection. À tout à l'heure avec Edo Bertoglio. Et merci Nicolas, que tu veux dire? Je voulais dire seulement buona proiezione. Buona proiezione, merci à toutes. Merci. Allora Edo, raconte-nous. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, Basquiat, au moment où tu tournes le film, il a 19 ans. Il n'est pas le Basquiat que vous connaissez aujourd'hui. En fait, il n'est pas encore tout à fait un peintre. Il est plutôt un musicien, parce qu'il avait créé ce groupe qui s'appelait Grey, notamment avec Vincent Gallo. Et on le voit d'ailleurs jouer la clarinette dans le film. Donc la question est... d'ailleurs, à l'époque, Basquiat n'a pas encore rencontré Andy Warhol. Comment tu as rencontré Basquiat? Et en fait, un mot sur la genèse du projet et du film réalisé par toi et, je le rappelle, écrit par O'Brien. Alors, Jean-Michel, c'était un jeune mec dont on voyait ce qu'il écrivait sur les murs du East Village, et il se signait comme Samo, Same Old Shit. On sortait de notre loft et puis on voyait quelque chose de nouveau presque tous les jours. Et on fréquentait des clubs dont vous avez vu de la musique faite dans certains des clubs qu'on fréquentait. Et on est devenus copains, comme on devenait copains avec plein de gens. Et à un certain moment, on fait un saut ici, et il s'agit de faire ce film. Et on avait choisi Danny Rosen, qui était un jeune très beau, très bien habillé. Enfin, il s'habillait dans les marchés, mais il avait un flair, un goût extraordinaire. Et on l'adorait vraiment. Et on s'est aperçu en fait qu'il n'était pas vraiment fiable. Et alors Glenn dit, mais pourquoi on ne prend pas Jean-Michel? Et voilà, pouf, on propose ça à Jean-Michel, et lui il dit absolument, on va faire ça.
Mais est-ce que Jean-Michel était fiable? Absolument. Donc, on a dû prendre quelques précautions. Non, en fait, il cherchait quelque chose parce que une chose, c'est sortir dans les clubs, une chose, c'est d'écrire et de créer, de faire des choses. Et l'autre chose, c'est être là pendant 5-6 semaines, tous les matins, dès 5h30 jusqu'au soir. Et alors, on avait pris un petit bureau de production à downtown. Et on se retrouvait tous les matins, toute l'équipe. Et lui, il avait sa petite chambre dont on lui a dit, Jean-Michel, on fait ça. On te donne $250 à la semaine. Pour lui, c'était beaucoup d'argent pour nous tous. Les seuls qui étaient vraiment bien payés, c'était les trois, les vrais professionnels. Parce que la pyramide, c'était tous des amateurs. Moi, en premier, comme mon premier film, la productrice, le scénariste et tout ça. Et puis, à tomber comme ça, le bas de la pyramide, c'était l'électricien, c'était les gens vraiment qui s'occupaient que les choses marchent. Et c'est eux, ils étaient payés scale, which means, ça veut dire que on devait les payer comme il faut. Il y a l'anecdote qui tue. En fait, à l'époque, Basquiat, il était musicien, il faisait des dessins, il faisait surtout des graffitis, mais il n'avait pas encore fait des toiles. Mais dans le film, on le voit avec une toile, et d'ailleurs c'est un peu un des protagonistes du film parce que ça fait partie du personnage. Oui, en fait, nous comme production, on a été les premiers parce que la toile devait faire marcher le film, et donc on lui a acheté la première toile et les premières couleurs en acrylique pour qu'il fasse cette toile. Avant ça, il ne faisait que des trucs partout. Après, je vous raconte. Mais il a fait cette toile pour qu'on puisse raconter l'histoire. Mais Jean-Michel, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Nous, Marie-Paul et moi, la productrice, on l'a eu à la maison pendant 2 semaines. Bien avant qu'on commence. Et la première chose qu'il faisait, il voyait quelque chose de blanc, une paroi, ou même le frigo. Le frigo, c'était le classique. Il allait il a été aubergé plein de fois des gens, parce qu'il n'avait pas une maison. Alors, je parle avant le film. Et il y a des gens qui ont fait aussi du fric en vendant la porte du frigo. Et nous, on a eu la chance d'avoir notre porte du frigo peinte par lui. On ne l'a pas vendu parce que ce n'était pas le bon moment, en fait. C'était bien avant qu'il devienne une star à savoir qu'aujourd'hui, cette toile, elle est ici en Suisse chez un collectionneur, c'est ça? Oui, à Zug. À Zug. Voilà. Sachez, je ne le savais pas, en fait, une bonne partie des œuvres de Basquiat sont ici en Suisse aujourd'hui. Parce que, en fait, un des collectionneurs, le premier qu'il a découvert, était suisse, en fait. En fait, disons que la première, c'était Nina Nozay qui a compris que Jean-Michel faisait des choses qui auraient eu du succès. Et c'est elle, d'ailleurs, qui a commencé à l'aider financièrement. La légende raconte qu'elle lui a trouvé un studio et elle a pratiquement fermé la porte et lui a dit, ça c'est la légende, je ne sais pas.
Voilà. Mais donc Jean-Michel, c'était quelqu'un qu'on voyait tout le temps dans les clubs. Vous avez vu de la musique très différente, mais c'est la musique qu'on pouvait écouter nous, aller voir nous. Pratiquement chaque jour de la semaine, il y a différents clubs et différents types de groupes. Moi, ce que j'adore, et quand je revois le film, c'est DNA. Ça c'était des no wave, très dur, mais Kid Creole aussi, James Chance, Tuxedo Moon. The Plastics, je me suis fait une petite liste. Oui, Plastics, c'était un groupe japonais qui était venu à New York. Ça, c'est le premier clip qu'on a tourné bien avant pouvoir avoir l'argent pour faire Downtown 81, qui à l'époque s'appelait New York Beat. En fait, donc on l'a évoqué avec Nicolo, aujourd'hui on redécouvre le film, mais pendant longtemps, une fois que tu l'as tourné en 80, au début des années 80, tu n'avais pas pu le terminer, donc il a un peu dormi aussi. Pendant un petit moment. Et puis après, il a été présenté et redécouvert en 2000 au Festival de Cannes. Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans toute la période où le film a été dans un tiroir. C'est une longue histoire, douloureuse aussi pour moi. Et puis finalement, en 1998, Marie-Paul... pour toute une série de raisons, elle venait de savoir que le labo qui avait le négatif, il aurait fermé ou il aurait bougé, et elle a pris tout le tournage en négatif. Elle s'est ramené ça à la maison. Puis elle m'a appelé, on a copié ça sur Umatic, c'était un standard à l'époque qui était de qualité moyenne. Et on a fait des espèces de promos avec ce qu'on avait. On avait seulement la musique, on n'avait pas le son synchro live. Parce que les petites bandes d'un quart de pouce a été perdue, si bien que la voix que vous entendez dans le film n'est pas la vraie voix de Jean-Michel. La vraie voix, vous l'entendez seulement quand il marche, et il a sa musique et il raconte des choses, des extraits de la Bible. En fait, la voix du narrateur est de Saul Williams, qui est un acteur, poète, écrivain et rappeur aussi. Donc, ce n'est pas la voix de Basquiat. Ouais. Mais par contre, vous avez pu vous aviez la bande-son des musiques, qui est fondamentale. Ouais, heureusement, on avait les bandes de 2 pouces qui a été enregistrées pendant les concerts, et on avait un vieux camion de RCA, mais avec un studio 24 pistes, et donc la qualité était magnifique. Et alors, on avait ces grosses bandes comme ça, et qui étaient vieilles, et c'était de chez Ampex. C'était donc des bandes, disons, professionnelles et tout ça, mais qu'il paraît qu'elles avaient mal vieilli pour une question technique. L'émulsion se détachait du support. Alors, heureusement, on a une copine qui était monteuse son pour les grands films. Elle m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, je connais les gens de Ampex, je vais m'occuper de ça. Elle a amené toutes les bandes à Ampex en New Jersey. Et là, je raconte ça parce que c'est vraiment... il faisait passer la bande, cette grosse bande, devant les têtes d'enregistrement, donc digital, qui prenait le son, et comme la bande passait, il y a l'émulsion qui se détachait comme ça du support, et donc tout allait être jeté, sauf que à ce moment-là, on avait l'enregistrement digital.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez la musique, vous entendez la musique d'une façon... Voilà. Et puis, en fait, comment tu as intégré dans la narration, dans le film, justement, les pièces live? Tu connaissais ces groupes? Tu connaissais évidemment De Bière qui joue le rôle de la Fatina, mais tous les autres groupes, tu les connaissais parce que tu fréquentais les clubs. En fait, vous étiez un peu une grande famille, on peut le dire. Oui, une grande famille, oui, parce que c'était des gens, d'ailleurs, comme Glenn, le scénariste, écrivait la page de la musique pour Andy Warhol Interview, et moi je photographiais les groupes. Donc quand c'était le bon moment, on a demandé est-ce que ça vous intéressait, et comme c'était des groupes qui jouaient dans les clubs, mais peut-être ils avaient fait un disque comme ça avec une petite maison de production, mais ils n'avaient pas fait des éclats. Et ils étaient tout contents de faire ça, surtout live. Ouais. Et puis, Basquiat, il a vu le film. Maintenant, il n'a pas vu le film, donc il n'a jamais... Non, il a jamais vu le film. Malheureusement. Comment il a... En fait, il a vécu cette expérience? Non, il a vécu bien parce qu'il a eu quand même une solidité financière. Et après le tournage, il avait plein de dessins et il a dit, écoutez, à l'équipe, il avait dit, bon, moi je vends les dessins. Et ces dessins, il les vendait pour $80, $100. Tout le monde en a acheté. OK? Et après, attends, comment est-ce que je continue là? Parce que comment il a vécu l'expérience? Il a bien vécu l'expérience parce qu'il était, comment est-ce qu'on dit, on se soignait de lui. À un certain moment, il a découvert les Gipfel, comment est-ce qu'on dit? Les croissants? Les croissants. Okay. Alors, il voulait le croissant. Après, il disait, je vais fumer une fumette. On lui laissait faire. Parce qu'on l'a vraiment viziato, come si dice? Vous l'avez gâté. Oui, gâté. Parce qu'on y tenait. Carrément, il devait être là tous les jours, presque tous les jours, à une certaine heure, et il s'est vraiment donné. Ceci dit, je doute qu'il ait jamais lu le scénario. Et je crois que ça a été positif parce qu'en fait, il ressort comme il était une personne qui ne parlait pas beaucoup. Il commençait une phrase, il ne la finissait pas. Et je me rappelle beaucoup plus tard, quand il est devenu copain de Andy Warhol, entre les deux, je me demandais de quoi il parlait, parce que comme j'ai connu Andy et je connaissais Jean-Michel, ce n'étaient pas des gens qui se mettaient dans des discussions extraordinaires pendant des heures. Mais ils créaient ensemble. Ouais. Beaucoup. Ouais. Alors, il y a 2 micros. Peut-être, Thibaut, est-ce que tu peux allumer un peu la salle, comme ça on se voit? Très bien, parfait. Donc, je disais, il y a 2 micros des 2 côtés. Est-ce que vous avez des questions pour Edo Bertoglio? Bonjour, déjà un immense merci pour ce film qui m'a transportée, et c'est assez incroyable de voir que ce film finalement il traduit un fantasme quand même, un rêve. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu prophétique par rapport à Basquiat, puis en même temps vous avez quand même, on peut dire, un peu lancé sa carrière d'une certaine manière, enfin dans la mesure où il a quand même peint ce premier tableau dans ce film qui était quand même un peu le support du film. Je trouve intéressant le lien avec le rêve et ce à quoi on peut fantasmer et ce à quoi on rêve, et qu'est-ce qui se passe quand le rêve se réalise. Moi, ce que j'ai vu au travers du film, c'est vraiment... j'ai ressenti New York de cette période-là. C'est incroyable de voir aussi des personnages comme Cookie Muller à l'écran.
Et c'est une période que j'ai énormément fantasmée. Malheureusement, je n'y ai pas vécu, comme je pense énormément de personnes dans cette salle. Et je suis super impressionnée, en fait. Je suis impressionnée par vous, je suis impressionnée par ce film, par la musique, évidemment, par ce que vous avez vécu. Et oui, voilà. Merci. Mais il y a cette scène vraiment qui a été vraiment, comme vous disiez, quand Jean-Michel avec Debbie Harry, il trouve tout cet argent. C'est vraiment une espèce de divination de Cruel. Oui. La dernière fois que j'ai vu ça, non, pas ça, mais quand j'ai vu la scène de Debbie Harry qui devient une fée, Marie-Paul et moi, la productrice, on s'est mis à rigoler. Comment est-ce qu'on a pu accepter de faire une scène pareille? Et puis ça marche finalement. Ah oui. Mais elle faisait aussi partie de tous ces gens. C'était vraiment un groupe, tu vois. Je racontais ça à Kika. C'était à l'époque où je tourne un Super 8 aujourd'hui. Tu veux faire la caméra? Oui, d'accord. Tu veux faire le son? Bon, enfin, le Super 8, il n'y avait pas vraiment de son, mais enfin... tu veux faire le montage? Ah oui, on va faire ça demain, comme ça. C'était comme ça. Il y avait une liberté de faire des choses sans... C'était pas très profond, mais c'était l'envie de faire. On était tous un peu les neveux de Andy Warhol. Le Warhol de la Silver Factory, celle des années 60. Moi, j'ai connu celle des années 80 où c'était business, où tu téléphonais, je veux un portrait de moi. Oui, passer, on va faire Andy va faire une Polaroid, ça coûte $25,000, quelle dimension vous voulez. Moi, j'ai connu ça. Mais j'ai fantasmé sur la Silver Factory des années 60. Il y a une question là-bas. Oui. Bonsoir, merci pour votre présence, merci pour ce film. Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est des images magnifiques et c'est assez fascinant de voir ça aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a vraiment assez fasciné de découvrir ces images et de plonger dans ce monde et de voir cet élan de liberté aussi qui transparaît à travers le film, qui est très impressionnant. Et je me posais, voilà, c'est une petite question, enfin deux questions en fait. Je me posais la question par rapport dans les images dans les clubs, par exemple. Les personnes qui sont là, c'est des figurants qui ont été demandés. Voilà, est-ce que ça a été de la figuration avec on a reconstitué l'ambiance des clubs, Non. ou c'est vraiment des prises in vivo Non, presque documentaire. C'était vraiment simple en fait. On faisait des petits posters qu'on donnait dans les clubs et tout ça. Et le tel jour, à la telle heure, on va faire ça avec James Chance, avec Kid Creole et tout ça. Et les gens venaient parce qu'ils y allaient de toute façon. Seulement, il y avait 2 caméras, il y avait le camion dehors qui enregistrait. Et une chose que je voudrais dire aussi, que la seule personne qui était vraiment une actrice, qui a fait du professionnel, c'était la vieille dame que vous voyez à un certain moment. Il y a toute la scène du taxi de Jean-Michel qui court. Il y a une vieille dame qui lui dit où le taxi est parti et tout ça. C'était la seule personne où on n'avait pas eu des problèmes pour lui faire dire ce qu'elle avait à dire. Tous les autres, c'était... Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Ouais, je veux un peu. C'était un peu comme ça, le set, parce que c'était tous des copains, et des copains, et des professionnels. Là, comme je dis, il y avait l'électricien, il y avait le maquiniste, il y avait ça. Voilà. Mais quand même, c'est un film qui a coûté à l'époque $250,000. Parce qu'on a tourné en Super 16. On était 11, l'équipe. Et ça a coûté quand même. Le développement. Et tu me demandais aussi, Jean-Michel, il n'a jamais vu même les rushes, parce que je lui avais dit non.
tu viens pas voir les rushs. Juste parce que j'avais peur qu'ils commencent à se dire, oh, tu sais, moi, je m'aime pas, il faut refaire la scène, et on n'avait pas la possibilité de faire ça. Et le son, les musiques qu'on entend alors dans les clubs, par rapport à ce que vous expliquez, ce ne sont pas les musiques originales prises sur le vif, mais c'est des musiques qui ont été rajoutées ensuite. Les alors musiques sont originales. Ah, sont originales. Ça a été sauvé. Ça a été sauvé, d'accord. Ok, pardon. Vous c'est voyez, autant pour en moi. fait, quand vous voyez les personnages parler, il y a cette sensation qui n'est pas un synchro. C'est ça qui a été reconstitué, en D'accord, fait. ok. Mais les musiques sont absolument d'origine. Et enregistrées dans Et les heureusement. clubs. Enregistrées dans les clubs, voilà. Les dialogues indirects D'accord. ont été perdus, mais la musique est originale, prise sur le moment. D'accord, excusez-moi. Ouais. Au moins Merci. ça. Merci. Peut-être, Edo, un mot sur Marie-Paul, parce que, comme Nicolas a évoqué, alors il a dû la convaincre à sortir des éléments qu'elle avait sous son lit, mais Marie-Paul a suivi depuis le début le projet et elle a contribué à le sauver et à le rendre à nouveau visible aujourd'hui. En fait, Marie-Paul, tu l'as connue en France. Oui. Dis-nous quelque chose sur elle. Elle mérite ça, je trouve. Oui, on s'est connus à Paris et on est tombé amoureux. Et moi, j'avais fait les études de cinéma à Paris, j'ai fait quelques mois à Londres. Et je suis retourné à Paris, j'ai connu Marie-Paul, et on est tombé amoureux, heureusement, tous les deux. Et on a décidé que c'était le moment d'aller à New York. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Quand on est arrivé en octobre de 1976, en octobre, on s'est retrouvé au pied de l'Empire State Building et il y avait un courant d'air froid. Et on s'est embrassés comme ça et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas de boulot, on ne connaît personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on est monté sur l'Empire State Building et là on a vu la matière de la ville, les toits, vraiment la matière. On s'est dit ça va être le background de notre vie. Et elle allait à Chinatown acheter des petits bijoux avec les Chinois qui lui disaient non, not for you, go away. Parce qu'il voulait qu'elle achète wholesale, des grandes commandes. Elle voulait acheter 3 choses. Et donc les habits et les costumes qu'on voit dans le défilé, c'est elle qui les a. Voilà, sont de Marie-Paul. Et moi, je faisais le tour des magazines avec le fameux portfolio de Paris. Fabuleuse. The Fabulous One. J'ai fatigué parce que il fallait le laisser le magazine à la secrétaire, à la réception, pour le directeur artistique qui le voit. Et le jour d'après, aller le chercher. Je trouvais toujours des petits billets comme ça. Ah oui, it's very nice. C'est bien, mais c'est pas pour nous. Jusqu'à ce qu'au jour, j'ai été chez Andy Warhol Interview. Ils ont dit, voilà, ça c'était ce que j'ai raconté ça. Et non, grâce à Interview, j'ai eu, disons, une poussée parce que, en fait, Interview était sur la table des directeurs artistiques au Japon, en Allemagne, en Angleterre un peu moins. Comme ça, et ils voyaient les photos que je vendais plusieurs fois. Et ça m'a ouvert la porte des record companies. Et j'ai fait beaucoup de comment est-ce qu'on dit, de pochettes de disques à l'époque où même les 45 tours étaient grands comme ça, les pochettes. Je fais beaucoup de musiciens, quelques-uns très connus, quelques-uns qui sont disparus dans l'espace d'un matin, qui faisaient un hit et puis ils disparaissaient. Une dernière question. Et Marie, attends, oui. Ah non, attends, là, il y a une question. Non, je m'excuse. Et Marie-Paul a commencé à travailler pour Fiorucci, qui avait un magasin dans le East Side, et elle faisait des bijoux pour Fiorucci.
Et petit à petit... Peut-être les jeunes spectateurs ne connaissent pas Elio Fiorucci. Hein. Elio Fiorucci a eu une grande qualité. Il a commencé à Milan à faire de la mode qui était pour les jeunes. Et il a construit un network de gens qui voyageaient pour lui et allaient chercher des idées partout. Et par exemple, Marie-Paul, elle a été une de ces personnes. Et d'ailleurs, le brand Fiorucci existe toujours. Un des détails iconiques, c'est ces t-shirts avec des anges, enfin voilà, des putti. Et puis, enfin, oui, c'est une histoire à part. Bien sûr, c'est une histoire complexe, celle de Fiorucci. Je voulais écouter Question là. Oui. Bonsoir, je voudrais savoir comment vous est venue l'inspiration pour cette Signora Cavalcanti, en quelque sorte sa première cliente, voire mécène. Et la deuxième chose, c'est que vous avez dit qu'il y a beaucoup de Basquiat en Suisse, ce qui n'est pas étonnant parce que je crois que la galerie qui l'a fait grand, c'était la Bruno Bischofberger à Zurich. Ce qui fait que c'est ici que je crois que tout a commencé à exploser, si je ne me trompe pas. Alors, la première, Madame Cavalcanti, était une copine à nous qui écrivait de Milan pour Andy Warhol Interview. Et on a pris elle parce qu'elle avait une certaine dégaine, on peut dire, qui était ce qu'on avait besoin. Et la deuxième demande, alors je répète, c'est Annina Onozei qui a fait, disons, qui a donné une poussée à Jean-Michel, mais il y a le galériste, rappelle-moi Bischofberger, qui l'a amené ça en Suisse et je voudrais dire Europe, mais c'est pas... Non, parce qu'il a eu plaisir. Mais disons qu'il est très connu. Basquiat, c'est grâce à Bischofberger qu'il est très connu ici. Et beaucoup de pièces de Jean-Michel sont en Suisse, parce que Bischofberger a aussi invité, pendant les étés, il a invité Jean-Michel à Saint-Moritz, plus qu'en Grèce, je ne me rappelle plus. Enfin, il a vraiment, comment est-ce qu'on dit, nourri. Il a donné la possibilité de travailler. Ouais. Ouais. C'est ça que vous demandiez? OK. Une dernière question pour la route. Attends, Oui. Ah, maintenant, on a Roll, so... Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup pour ce film parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai été très touché. Et je l'ai trouvé magique. Mais la question que je voulais vous poser, c'est apparemment, quasiment 20 ans se sont passés entre le tournage et la sortie du film. Et je voulais savoir si, à la fin des années 90, quand vous avez repris toutes les bobines et faire le montage final, j'imagine, et le son, comme vous l'avez expliqué, est-ce que vous avez un peu réinventé le film par rapport à ce qui était tourné, ou est-ce que finalement il est exactement tel que Glenn O'Brien et vous-même l'avez imaginé Non, c'est exactement, c'était une condition. On a eu des discussions, les trois, Marie-Paul, Glenn et moi, à la fin des années 90. À un certain moment, moi, je dis, écoute, on a ce qu'on a, faisons un documentaire. On coupe ici, par là, on remet des choses comme ça. Parce que moi, en fait, j'étais dans une position où je pensais de l'avoir perdu. Et c'est grâce à Marie-Paul qu'on l'a récupéré. Et puis, à travers ces discussions, on a dit non, on doit suivre ce qu'était le scénario. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement. Mais vous savez, quand un projet de telle portée, enfin, d'une grande portée pour nous tous, ceux qui étaient involved, et quand on le perd, il y a des années qui passent et on se donne... je ne vais pas vous raconter tout ça parce que c'est inutile.
Mais on va chercher, on va parler avec les gens, on va... Et comme ça, tout d'un coup, il réapparaît et il y a un moment de panique presque. Parce que, par exemple, tous les éléments ne sont pas là. Par exemple, le son en direct. Ça a été quelque chose vraiment... Un vrai choc pour vous. Ouais. Mais bon, ça a été ce que ça a été. It is what it is. Je suis prêt pour la prochaine. Je ne peux plus m'arrêter là. J'ai difficulté à commencer, mais après... Mais du coup, comme vous vous êtes rendu compte 20 ans après que vous n'aviez pas le son direct, mais comme vous avez dit que les gens arrivaient un peu, les copains et les copains des copains, ils ne savaient pas leur texte, est-ce qu'ils improvisaient le texte ou est-ce qu'ils disaient... Non. Ah, ils disaient le texte Non. Ils étaient venus, pratiquement, heureusement, pratiquement tous, ils étaient encore vifs à l'époque. Non, il faut dire ça parce que dernièrement, vraiment... Tu veux dire vivant? Vivant, oui. ouais. Okay. Ah, ok. Ça se dit pas vif. Vif, c'est... Ok. Non, ils étaient vivants et ils sont venus bien volontiers à faire ça parce qu'ils se rappelaient quand même qu'ils étaient là. D'accord. Ouais. Il n'a pas fallu rechercher ce qu'ils avaient dit dans les scènes et vous saviez encore... Non. Grâce à la personne qui était là tous les jours, qui était aussi la première monteuse. Et moi, j'avais un classeur avec la page blanche qui était le scénario et la page rose de ce qui avait été dit effectivement. Et j'avais gardé ça. Et j'ai eu même un moment de désespoir. Je me dis, je vais tout jeter. Heureusement que je l'ai gardé. Mais là, il y a quelqu'un qui regarde en bas, c'est ma grand-mère, qui a regardé en bas plusieurs fois, pas seulement cette fois-là. Merci. Et d'ailleurs, je vous signale, donc le film Downtown 81 va passer encore 2 fois. Vous avez date et horaire d'un autre programme, mais je vous signale aussi l'autre film documentaire de Edo, Face Addict, qui raconte en fait, ces 14 ans qu'il a vécu à New York, cet esprit libertaire, cette vivacité artistique, mais aussi, on peut le dire, son côté obscur. La chute dans l'abysse. Voilà. Allez voir si vous avez envie de revoir des gens qui ne sont plus là. Il est assez long, assez ennuyeux. Non, mais dis pas ça. Là, en fait, il l'a revu à Solor et tout d'un coup, il a eu envie de le couper. Ma foi, c'est comme ça. Mais je pense que comme Downtown, Face Addict, c'est quand même un document qui raconte une époque. Mais grâce à Nicolas qui a voulu les 2 films et il a fait les restaurations. Et moi, j'aurais vu Face Addict, j'avais pas voulu le voir depuis des années. Et puis quand je l'ai revu à Soleur, j'ai eu une réaction. D'abord, j'étais ravi de la qualité de la restauration parce qu'on l'avait tourné en mini-DV. Et je me rappelle que dans la Q&A, je me suis senti tellement loin de ce film, de ce que j'ai dû l'avouer aux gens qui étaient là comme vous êtes là. Mais je parle de Face Addict, pas de Downtown 81. Et que je me sentais tellement loin ma vie est tellement différente, même il y a 20 ans. Pour ne pas parler d'il y a 50 ans. Enfin. Et juste une question par rapport à ton travail de photographe, non seulement de cette période, on trouve tes livres, tes publications, non? Non. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé à voir ton travail, comment on fait? Il faut regarder, j'ai un site, edobertoglio.com, et qu'il y a quelque chose d'antan et il y a quelque chose de nouveau. Et voilà. Et sinon, si vous allez, moi je ne suis pas sur les socials,
mais ils ont la bonne habitude de reprendre ce qu'ils trouvent sur Internet et de mettre les photos que je fais. D'ailleurs, Google aussi, vous faites mon nom. Je pense que c'est intéressant en fait de faire une petite recherche et voir les photos d'Edo de cette période qui sont en plus, comment dire, un accompagnement supplémentaire à l'histoire que vous voyez dans Downtown et Face Addict. Je remercie beaucoup Edo pour être venu. Merci à Viviane, évidemment, qui l'a accompagné. À Nicolas, bien sûr. Et donc, j'espère que vous allez suivre d'autres projections de ce très beau programme parce que je pense vraiment, par rapport aussi à vos retours sur Downtown, je pense que c'est un programme qui va vous faire vraiment revivre et sentir toute une époque, d'où je pense l'intérêt de cette ligne de programmation. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite bonne nuit et à tout bientôt à la Cinémathèque. Merci Edo. Merci à vous. Merci.